trauma. Premier épisode de MSP 114. On parle de trauma aujourd'hui. Première chose, c'est les luxations. Donc, en d'autres mots, des dislocations. La première luxation qu'on regarde, c'est la luxation acromioclaviculaire, qui est la séparation de l'épaule. Donc, acromio, ça c'est l'acromion. Claviculaire, ça c'est la clavicule. Puis ça, c'est l'articulation qui se décolle. Donc, qu'est-ce que les signes et symptômes de ça? Premièrement, tu as une douleur au sommet de l'épaule. Ça fait du sens. C'est là où est-ce que la dislocation s'est faite. Donc, c'est là où est-ce qu'il va y avoir de la douleur. Il y a une sensibilité localisée. Ça, c'est un symptôme assez commun là, dans tout le trauma, je trouve. Il y a tout le temps une sensibilité qui est localisée. Ça fait mal quand tu touches. Puis, une proéminence de la clavicule distale déplacée. Donc, parce que je pense que d'habitude, ça monte comme ça. Donc, c'est comme ça que ça se passe, pour ça qu'il y a une proéminence. Donc, on voit vraiment que c'est comme tassé. Une luxation, c'est une instabilité qui résulte d'une entorse, la plupart du temps. Parce qu'une entorse, c'est un ligament qui a été comme déchiré ou étiré, blessé en d'autres mots. Donc, la proéminence, pas la proéminence, mais l'instabilité. En fait, une luxation, d'habitude, va se passer soit d'un gros trauma, un gros comme accident, où la personne a été frappée, a tombé, mettons, ou que c'est instable, l'articulation est déjà instable à cause qu'il y avait une entorse, fait que là, des petits mouvements, ça peut faire une dislocation. Donc, c'est ça que ça veut dire, une luxation. La pathophysiologie de cette blessure ici, d'habitude, c'est une chute au point latéral de l'épaule, donc tombe sur le côté, qui peut résulter en déchirure partielle ou complète des ligaments. Fait que, dans ce cas ici, c'est comme une entorse peut se passer en même temps que la luxation, mais si c'était quelque chose qui était plus progressif, tu aurais comme des entorses qui auraient arrivé en premier, puis après ça, la luxation. Donc, on a 4 grades de la luxation acromioclaviculaire. La première grade, c'est... OK, fait que, une autre chose à noter, là. On a quelques ligaments ici. On a le ligament acromioclaviculaire, donc c'est lui qui s'attache ici. On a le ligament ou coracoïdeo-claviculaire ou claviculo-coracoïde, là. C'est entre les deux, là. Puis là, je pense qu'il y en a aussi un autre qui est ici, mais lui, il n'est pas vraiment impliqué ici, là. Fait que dans la grade 1, t'as le ligament ici, un petit peu déchiré, partiellement, mais pas complètement. C'est ça, c'est coracoclaviculaire. OK. Grade 1, celui-ci est partiellement rupturé, mais celui-ci est pas du tout brisé, là. Ensuite, grade 2, celui-ci est complètement déchiré. Ça, c'est l'acromioclaviculaire. Le coracoclaviculaire est partiellement déchiré. Donc, ça, c'était grade 2. Grade 3, tu as la déchirure complète des deux. Ça et ça, OK? Ils sont tous les deux déchirés. Puis, tu as comme un mouvement minime. Fait que les deux os-là sont pas vraiment... Ces deux os-là sont pas vraiment séparés, là. Puis, grade 4, tu as la déchirure complète, très déplacée. Donc, c'est comme le grade 3, mais ceci, là, c'est vraiment plus là. Donc, c'est ça. Pour les facteurs de risque, j'en ai pas vraiment noté, mais c'est sûr qu'un trauma, ça va le causer, là. À moins que ça ait une fracture. Là, on avait vu les grades, là. Fait que grade 1 et 2 pour leur traitement. C'est que le traitement dépend sur les grades. 1 et 2, c'est RICE. Donc, Rest, Ice, Compression, Elevation. Et analgésique, là, pour la douleur. Puis, on immobilise. Après ça, après un peu d'immobilisation, on fait la rééducation. Pour ceux qu'on même faire sûr que l'épaule va bouger pour ne pas se faire prendre avec un frozen shoulder. Pour le grade 3, on fait des exercices de renforcement plus des étirements après la diminution de la douleur. Donc, ça peut être du RICE aussi, là. Mais ça se peut qu'il y ait des chirurgies dans des situations particulières, comme, mettons, quelqu'un qui est un athlète, qui veut vraiment se rétablir vite, ou quelqu'un qui a un emploi très manuel, qui aurait besoin de vraiment que son épaule soit réparée. Puis, grade 4, c'est une chirurgie urgente. Pour l'imagerie, c'est la radiographie. On voit vraiment bien ici comme la dislocation. Donc, les os sont vraiment plus à bonne place. OK.
Prochaine luxation, c'est la gléno-humérale. Ça, c'est l'épaule elle-même. Donc, si on regarde un peu l'image ici, là, c'est ici que la luxation se fait. Donc, ça, c'est l'humérus, la tête de l'humérus. Puis, la tête de l'humérus, ça repose dans quelque chose qu'on appelle la glénoïde. Ça, c'est comme le morceau d'os qui est là. Puis, ça, c'est entouré par quelque chose qu'on appelle le labrum. Le labrum, c'est comme un morceau de cartilage qui agit un peu comme une assiette, plus ronde, pour vraiment faire sûr que l'humérus ne va pas sortir facilement. Donc, bien entendu, si le labrum se déchire un petit peu ou est plus faible, ben, tu vas avoir plus de chances de dislocation. Ou une dislocation peut mener à un déchirement du labrum. Donc, les signes et symptômes de cette blessure-là, et deux types de dislocation, j'ai oublié de mentionner. Antérieure et il y a postérieure. Oui. Donc, antérieure, on fait toujours référence, quand on parle d'antérieur ou postérieur, on fait référence au morceau qui est plus distal. Donc, dans ce cas-ci, une antérieure, ce serait la tête de l'humérus est plus antérieure, puis tu as la glénoïde qui reste là. Postérieure, tu aurais l'épaule qui ira en arrière, ou l'humérus, je veux dire. Donc, dans ce cas ici, antérieur, c'est comme 98%, là. C'est très, très, très commun. Beaucoup plus commun que postérieur, qui est juste comme 2%. Donc, pour l'antérieur, OK? Tu as une douleur à l'épaule. Le patient va d'habitude soutenir son épaule qui est blessée avec l'autre bras. Il va avoir des ecchymoses, surtout s'il y a une déchirure probablement qu'il y a une déchirure des tissus mous. Puis on sait qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins dans les tissus mous, donc ça fait en sorte que ça va faire la rupture des petits vaisseaux sanguins ou c'est des vaisseaux sanguins qui vont faire du saignement, qui vont faire des ecchymoses. Puis de l'œdème aussi. Donc, l'œdème, on sait que c'est causé par une inflammation. Tu vas avoir beaucoup de liquide qui est accumulé là. Donc, c'est ça que j'avais dit, la lésion du ligament et le labrum, ça va faire des ecchymoses puis de l'œdème. Maintenant, il y a une perte de rondeur de l'épaule parce que là, on a un os qui est comme tassé en avant. Fait que tu as quelque chose qui est comme plus prominent. Si on regarde ici, là, on voit que l'acromion, il est plus comme visible parce que la peau, d'habitude, était soutenue par l'humérus. Mais là, quand l'humérus avance, c'est comme il perd ce soutien. Fait qu'on va vraiment, on regarde ici, premièrement, il supporte sa main. Puis deuxièmement, que c'est vraiment moins rond, là. La tête humérale est déplacée vers l'avant, ça c'est plus, ça peut être un signe, on peut la palper, c'est quelque chose d'anatomique, là. Puis le bras est en légère abduction et rotation externe. Maintenant, ça c'est vraiment important parce qu'il faut comprendre le mécanisme de blessure pour savoir comment est-ce que le patient s'est... Si on sait comment le patient s'est blessé, on a plus de chances de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Donc, si tu peux prendre ton bras, là, puis faire une abduction. Donc, tu as le bras un peu plus loin du corps. Puis là, tu peux la mettre en extension, donc le reculer. Puis là, tu peux voir que si tu te fais frapper sur ta main, ta main est en arrière, plus loin que toi, tu te pousses, l'humérus va sortir vers l'avant. Fait en abduction et en rotation externe, puis en extension, tu sais que ça va sortir vers l'avant. Donc, puisque c'est comme ça qu'ils sont blessés, c'est comme ça qu'ils vont se retrouver. Donc, c'est un peu plus, en extend. Ils ne peuvent pas faire de rotation interne. Ça, c'est bloqué. L'autre chose, c'est l'aplatissement du deltoïde, mais encore parce que l'humérus, c'est comme tassé, fait que le deltoïde est plus plat. Mais c'est juste comme de voir ici, là. Ça, c'est plus rond, à cause du muscle. Ici, c'est vraiment plus plat. Un autre symptôme, signe. Puis l'acromion prominent, je vais mentionner tantôt. Puis ils ne peuvent pas faire la rotation interne parce que là, c'est bloqué. Et en avant, ils ne peuvent pas tourner. Ils sont juste stock comme qu'ils sont. Maintenant, pour la luxation postérieure, le bras, c'est l'inverse. C'est en adduction puis en rotation interne. Parce que c'est comme ça qu'il serait blessé. Rotation interne, en adduction, tu peux faire ça, ça va popper vers l'arrière. Dépendamment de où est-ce que la force vient. Puis dans ce cas-là, puisque l'os va être en arrière, tu vas avoir le coracoïde qui est éminent, parce que le coracoïde, c'est en avant. Mais quand l'humérus va en avant, l'acromion qui est plus en arrière, vers le postérieur, c'est ça qui va être proéminent. Donc, c'est juste de savoir la différence. Puis, on a une masse palpable postérieure au lieu de antérieure en postérieur, qui est l'humérus. Encore une fois, il va y avoir l'aplatissement deltoïde. Puis, le patient est maintenant locked en rotation interne. Il ne peut pas faire la rotation externe. La potophysio, pour antérieure, là, c'est ça que j'avais mentionné tantôt, c'est que tu fais l'abduction, l'extension et la rotation externe du bras. Mécanisme, c'est comme ça que ça se fait mal. Pour postérieur, c'est beaucoup moins rare, beaucoup plus rare, mais les causes, ça a l'air que c'est les 3 E. Donc, éthanol, épilepsie, puis électrocution. Donc,
c'est comme moins commun de tomber, d'avoir le bras vers l'avant, ça a l'air, ou je sais pas, comme la façon dont le monde se blesse, c'est juste plus rare. Mais quand ça arrive d'habitude, c'est de la colle, épilepsie, électrocution, je sais pas. Ou une chute en adduction. Chute en adduction, flexion, rotation interne du bras. C'est exactement l'opposé de l'antérieur. Facteur de risque, des jeunes athlètes, beaucoup plus. Traitement, il faut faire la réduction immédiate. On stabilise. Faut aussi stabiliser le temps qu'on trouve quelqu'un à faire la réduction. Puis d'habitude, on fait la traction contre traction, là. C'est là où est-ce qu'on met comme un morceau de cloth, là, autour de du patient, puis autour du médecin qui va faire, ou peu importe qui ce qu'il fait là, la réduction. Puis une autre personne qui tire en dessous dans l'axilla, là. Donc, on va tirer, puis ça fait comme une traction. C'est toujours quelqu'un qui est là au bord qui fait une contre-traction. Tirer, puis remettre à la bonne place l'os. La chirurgie est réservée aux patients avec instabilité, donc quelqu'un que c'est vraiment comme instable leur affaire, leur épaule, ou quelqu'un qui aurait plusieurs luxations, ils vont suggérer à la fin comme, tu sais, si vous voulez pas que ça continue à se faire, on peut faire une chirurgie. Mais la personne d'habitude, en chirurgie, en général, la personne perd son range of movement, donc va pas pouvoir utiliser son bras autant, donc ça reste à voir qu'est-ce que le patient veut. Puis ne pas oublier neurovasculaire. C'est très important de faire ça que la personne a son sensoriel, puis elle a son pouls. Parce que s'il n'y a pas de pouls, ben ça va mal. Okay? Donc, on fait ça toujours avant et après la réduction. Numéro 2, on immobilise pour 3-4 semaines avec une attelle. Donc, une attelle, c'est pas comme une écharpe. Une écharpe, c'est beaucoup plus loose. Puis ça, c'est d'habitude on donne ça aux patients en attendant qu'ils vont se faire réduire, ou si la blessure n'est pas aussi pire, là. Mais pour quand même dislocation, on veut que ça reste assez stable. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment passer à le mouvement le plus vite possible parce qu'on ne veut pas avoir une frozen shoulder. Puis 3, c'est la rééducation. OK. L'imagerie, c'est la radiographie. Encore, puis c'est ça, ne pas oublier l'évaluation neurovasque. Si elle est atteinte, on va avoir une perte de sensation, froideur, pas de pouls radial, etc. OK, les signes cliniques. OK, c'est ça, on n'avait pas vraiment. Complications. Pour les signes cliniques, il pourrait avoir de l'appréhension, mais ça, c'est plus pour du monde qui a une instabilité. Pas vraiment du monde qui a une dislocation, parce que si elle est disloquée, ben elle est disloquée, là. Mais appréhension, c'est plus pour savoir si quelqu'un est plus à risque d'avoir une dislocation. Donc, c'est ça. Les complications, il y a plusieurs affaires. Un, c'est la lésion de Bankart. Donc, quand l'humérus bouge, quand il disloque, il peut faire des lésions dans le labrum. Donc, ça le déchire, comme on voit dans la photo, là. Ça déchire le labrum, puis c'est pas bon parce que ça cause plus d'instabilité, puis d'autres problèmes. Probablement des ecchymoses aussi parce que c'est déchiré. La fracture de Hill-Sachs, c'est vraiment une fracture, là. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as la tête humérale qui va comme buter contre le labrum, puis le labrum va finir pour comme rentrer dans l'humérus. En tout cas, un morceau de l'humérus va briser, là. Donc, ça bute contre la glénoïde et brise. C'est comme un petite casse, là. La déchirure de la coiffe des rotateurs, ça, c'est plus pour des personnes âgées. T'as ensuite des lésions nerveuses, surtout le nerf axillaire, parce que c'est lui qui passe vraiment proche de l'épaule. Puis ça va faire en sorte que le deltoïde va perdre une sensation du deltoïde, parce que je pense que ça l'énerve, là. Puis une lésion vasculaire, parce que tu as de l'artère axillaire. Puis dans ce cas-là, tu aurais une perte du pouls du bras. Si on va à l'anatomie vite, là, je pense que je l'ai ici en quelque part. T'as l'artère axillaire. Donc, subclavière va devenir axillaire, qui va devenir brachial. Donc, ça, c'est brachial. Puis ensuite, radial, puis ulnaire. Donc, axillaire, brachial, c'est juste comme la continuité de axillaire. Donc, axillaire, c'est elle qui énerve tout, qui donne du sang à tout. Là. Fait que le radial, s'il n'y a plus de poudre radiale, il y a quelque chose de problème avec l'axillaire. Probablement. OK, donc ça, c'est ça. En fait, dans la luxation, c'est celle-là du coude. Donc, signes et symptômes, douleur, déformation, édème du coude. D'habitude, c'est comme les trois. C'est toujours la douleur, la déformation, perte de sensibilité, édème, ecchymose, dépendamment de quelque chose, c'est des déchirés. Pour la pathophysio, d'habitude, on voit que c'est suite à une chute sur l'épaule, en extension du coude et en abduction de l'épaule.
Donc, abduction, c'est comme sortie, le coude est extendu, chute sur l'épaule. Donc, ça disloque le coude. Et ce qui est plus commun, c'est la dislocation postérieure. Donc, postérieure, ça veut dire que ce morceau ici va par là. C'est moins rare que ça va par là à cause de l'écran. Donc, l'écran a comme juste la façon que c'est fait. Faudrait c'est juste moins rare que ça va par là. Les facteurs de risque, c'est l'articulation la plus communément disloquée chez les enfants. Puis numéro 2 pour les adultes. Donc, je pense que pour les adultes, numéro 1, c'est l'épaule. Donc, c'est ça. Traitement 1, on fait la réduction fermée d'habitude sous anesthésie. 2, on fait l'immobilisation. Donc, immobilisation d'habitude, c'est la pronation puis en 90 degrés. J'assume que c'est contre le corps, là, parce qu'on ne voudrait pas que ça soit juste dans le chemin. Puis après ça, on fait la physio. Après qu'on enlève le plat, rééducation, tout ça. S'il y avait une déchirure énorme ou la fracture de la tête, j'assume la tête comme radiale ou huméreuse, peu importe, c'est des fractures qui viennent avec ça. D'habitude, on fait la fixation interne. Donc, ça dépend tout sur le cas, mais en général, s'il n'y a pas d'autres problèmes, on fait la réduction fermée. Pour l'imagerie, on fait une radiographie antéro-postérieure et latérale. Donc, c'est ça. D'habitude, on peut bien voir parce que c'est des os. Puis, petite note là, pour des différentes coupes de rayon X. Antéro-postérieur, ça veut dire que ça rentre par l'avant du corps, donc le côté de la face, ça sort vers l'arrière, donc vers le dos. Donc, d'habitude, quelqu'un est couché sur une table, on met la machine de rayon X en haut, puis on envoie des rayons X à travers la table, à travers la personne, puis l'écran est en bas. C'est comme ça qu'on va voir l'image. Pour latéral, c'est sur le côté. Donc, ça veut dire que les rayons X vont rentrer par comme un épaule puis sortir vers l'autre épaule. Latéral, c'est ça. Puis on a une différente vue à ce moment-là. D'habitude, comme là, si on regardait le coude ici, si on regarde le coude ici, là, ça c'est une vue latérale, parce qu'on voit vraiment le côté du coude. Puis axillaire, t'as la personne ici, puis le rayon X, ça va à travers, en dessous des aisselles ou l'axilla, là. Puis l'écran, est juste là. Donc, c'est comme ça qu'on prend cette image-là. Puis celle-là, c'est plus visualisé pour l'épaule. Ensuite, si on regarde les fractures courantes, on passe à autre chose. La clavicule. Les signes et symptômes d'une fracture à la clavicule, c'est une sensibilité, édème, douleur, mouvement, encore. Mais surtout, ce qui est plus intéressant ici, c'est que l'épaule drop. Parce que dans le cas d'une fracture d'une clavicule, la clavicule, c'est ça qui tient l'épaule. Fait que si tu casses ça, la personne, son épaule va juste être comme droppée, là, comme ça se voit vraiment, là. Parce que c'est ça qui tient l'épaule, là. Donc, on voit que l'épaule drop. En tout cas, c'est un bon signe pour savoir. Pas un bon signe, mais un bon signe. C'est ce que je veux dire. La pathophysio, d'habitude, c'est suite à une chute sur le côté ou est-ce que quelqu'un a été frappé, par exemple, comme une balle ou quelque chose l'a frappé sur la clavicule. Ça va probablement ça se peut que ça se casse. Si ça casse, c'est souvent le tiers distal, donc plus de ce côté-là. D'habitude, qu'est-ce qui arrive, c'est que le fragment proximal va aller vers le haut, puis le fragment distal va aller vers le bas. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est ça. Les facteurs de risque, c'est une des fractures les plus fréquentes chez les enfants. Ouais. Traitement, on immobilise. Donc, si ça n'a pas été déplacé, là. Une attelle qui fait tout le thorax. Ça s'appelle l'anneau de Delbès, c'est ça l'image. On fait rarement la chirurgie. Mais, s'il y a fracture avec déplacement marqué, donc pas quelque chose qui aurait été non déplacé, dans un tiers latéral ou médian, il y a une risque de non-union. Peut-être parce que c'est pas assez supply avec du sang. Donc, on fait une évaluation pour faire une fixation interne. Donc, on check, ça se peut qu'il y ait besoin. L'imagerie, les rayons X, encore. Puis les complications, à cause que c'est proche quand même là, du thorax, là, tu peux avoir une atteinte brachiale, du plexus brachial. Donc, surtout si tu as du trauma indirect comme les accidents. Je sais pas pourquoi c'est à cause du trauma indirect, mais en tout cas. Puis une atteinte vasculaire parce que tu as une veine, une artère sous-clavière? Sous-clavière, ouais. Sous-clavière, qui passe vraiment proche de là, ou passe là. Fait que c'est dangereux.
pour avoir une blessure. Une avulsion, c'est quand un morceau d'os est attaché à un tissu mou comme un muscle, puis essentiellement, le muscle se fait tirer, mais tire un morceau d'os avec. Fait que tout brise. Je pense qu'il y a une image qui va arriver plus tard, je pourrais montrer là. Mais c'est essentiellement comme pas juste un os qui brise, mais un morceau de tissu mou vient avec. Ça fait comme pas une belle blessure. Fait que là, il faut vraiment aller par chirurgie parce que tu peux pas juste replacer l'os, là, le muscle le tire. OK? On passe à la scapula. Les signes et symptômes d'une fracture à la scapula. Premièrement, dans la sensibilité, œdème, douleur à la tentative, mouvement, encore. La pathophysio, c'est un très fort impact au dos, souvent avec atteinte aux côtes, épaules, poumons. Donc, si on pense comme un accident, ben, ça peut être quelque chose de même, là, où est-ce que comme il y a plusieurs affaires qui arrivent en même temps. Mais oui, un gros impact sur le dos, parce que c'est là où est-ce qu'il y a la scapula. Puis les facteurs de risque, trauma ou accident. D'habitude, c'est ça. Ouais, traitement. Première ligne, première chose qu'on fait, on immobilise avec la telle. Ouais, faisant sûr que c'est quand même bien placé, là. Donc, c'est pas trop déplacé. 2, on fait la réadaptation quand la douleur diminue ou disparaît. Puis, c'est rarement chirurgical, seulement c'est une atteinte très grave, OK? Tu vois qu'il y a vraiment comme un petit pattern ici, là. C'est toujours la même chose, là. C'est quelque chose qui est grave, on fait d'habitude plus la chirurgie. S'il y a quelque chose qui est moins grave, on peut faire la réduction fermée, c'est ça. L'imagerie, OK. J'ai comme dit que dans l'imagerie, l'examen physique, ça pourrait aller dans les signes cliniques peut-être, mais c'est important de faire l'inspection, la palpation, puis les examens du mouvement. Donc, c'est vraiment des bonnes choses à faire pour savoir qu'est-ce qui est le problème. Puis ensuite, c'est sûr qu'on fait la radiographie, au moins 2 vues. OK? Ça me donne vraiment une bonne idée de qu'est-ce qui se passe. Fracture de l'humérus proximal. OK. Donc, les signes et symptômes de celle-ci, sensibilité localisée, encore, surtout à la palpation, ça fait mal. De l'œdème, souvent déplacé minimalement. Diminution de la capacité des mouvements, parce que ça fait mal. Puis, ça peut comprimer le nerf radial. Donc, on peut avoir comme des sentiments bizarres, là, dans la main. Engourdissement, mettons. OK. Parce que le nerf radial, si on revient à l'anatomie, là, le nerf radial, ça commence pas juste ici, là. Tu sais, ça monte, là. Si on regarde, le nerf radial est là. Puis là, je pense qu'il est comme tourné, là, mais si on regarde, il y a une autre image que j'ai mis. Oh, peut-être pas. Je pense que j'avais une image. OK, en tout cas, le nerf radial, il commence assez haut. Fait que c'est ça, ça peut être comprimé par la blessure, c'est tout ça, c'était comme tassé beaucoup. OK. La pathophysio, OK. D'habitude, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as un trauma. Soit que tu as une chute sur l'épaule, donc ça serait direct, ou la main ou le coude, ça fait comme une irradiation du choc, puis ça fait mal, là, ça casse à l'humérus. Les facteurs de risque, c'est des personnes âgées, ostéoporose, d'habitude. Pour les jeunes, qu'est-ce qui va se passer? Fait que pour les jeunes, en général, ils ont des os plus forts, mais leurs articulations sont un peu plus... T'sais. Fait que d'habitude, quand quelqu'un tombe, il va se disloquer. Une personne jeune va se disloquer l'épaule. Une personne plus vieille a de l'ostéoporose, les os sont plus faibles, surtout une femme ménopausée. Donc, eux, ça va casser. Donc, les vieux, d'habitude, ça casse quand ils tombent. Les jeunes, ça va disloquer. Peut casser, mais ça dépend où est-ce que l'impact a été. D'habitude, si c'est une articulation d'habitude, je pense que ça va disloquer. Je pense que... Pas sûr. Pour le traitement, d'habitude, il y a du déplacement minimal, surtout au niveau du col chirurgical. Il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, si c'est juste en 2 fragments, on va juste faire la réduction, avec ou sans fixation interne. Pour les jeunes, on évite, je pense, de faire des fixations internes. C'est plus pour des personnes plus âgées, puis ou quelqu'un qui veut vraiment, comme a besoin de se rétablir, je pense, comme un athlète ou mettons quelqu'un qui travaille. Mais en général, on a ça qui est rien. Puis si c'est déplacé en 3-4 fragments, là, il faut faire la fixation interne parce que là, t'as des morceaux partout. Puis on veut pas que ça guérisse mal. OK? Fragment majeur, retrouver l'ordre de déplacement.
Tu as le segment articulaire, donc ça, c'est vraiment le morceau ici, là. Ou plutôt tout ceci, je pense. C'est juste tout le morceau qui articule. Tu as le tubercule mineur. Le mineur, c'est ça qui s'attache au sous-scapulaire, dans le muscle sous-scapulaire. Pour le tubercule majeur, lui, va s'attacher au supraépineux. Donc, ça, c'est quand même au dos. Donc, ça, c'est comme en dessous du dos, genre. C'est en dessous de la scapula, de l'autre côté. Ça, c'est au-dessus de la scapula. Finalement, tu as la diaphyse, qui est comme ça. Mais ça, on va le voir plus dans les fractures diaphysaires. Puis, l'imagerie, la radiographie. Surprise. OK, un petit peu d'anatomie. Les nerfs superficiels sont sensoriels, profonds et moteurs. Puis, ben, voici les nerfs. Le plexus brachial, tu as le nerf axillaire. Tu as aussi le nerf médian, radial, ulnaire. Radial sensoriel, c'est pour le pouce, puis un petit peu du premier doigt, je crois, ou juste plutôt le pouce. Médian, c'est le premier, deuxième, moitié du troisième. Deuxième, troisième, moitié du quatrième doigt. Puis le ulnaire, c'est le petit doigt, puis un petit morceau, la moitié du quatrième doigt. Le radial, c'est plus vers pas la paume, le dos de la main. Ouais, OK. Pour les artères, ben, tu as subclavière qui devient axillaire, qui devient brachial, qui devient radial, puis ulnaire. Puis pour les veines, tu as la veine subclavière qui devient la veine axillaire, qui devient... OK, là, elle est différente, là, parce que tu as la veine céphalique qui est plus proche de la tête, c'est comme mon père m'a dit. Puis basilique, c'est plus vers la base, donc ça en bas. Puis ensuite, tu as brachial. OK, ça vient aussi de l'axillaire. Puis la brachiale, là, ça se divise en la veine radiale, puis la veine ulnaire. Donc ça, c'est intéressant. Puis la médiane... Oh, il y a une veine médiane, c'est ça, là. Ça aussi, ça vient. Ben, la veine médiane vient de le céphalique puis basilaire. C'est comme différent, je sais pas. Interesting. OK. OK. Pour une blessure, une fracture de l'humérus aphysaire, les signes et symptômes, la douleur, comme ça fait mal du milieu du bras, comme je pense que le patient a d'habitude pointe parce que ça fait mal. C'est sûr qu'il pourrait avoir aussi des contusions. Si c'est une fracture ouverte, tu aurais des plaies. Ça dépend ça dépend de la situation. Ça serait peut-être même bon temps de dire la différence entre une fracture ouverte et fermée. Fermée, c'est que ça ouvre pas de peau, ça reste à l'intérieur. Fracture ouverte, c'est que ça sort de la peau. Tu as vraiment des plaies ouvertes. Ben, ça peut sortir de la peau, c'est juste ça coupe dans la peau. On a aussi des fractures non déplacées, que les os sont craqués, mais ça bouge pas, c'est quand même à la même place. Déplacé, ben, ça a bougé. T'as une fracture qui est oblique, qui est comme diagonale, comme on voit ici. Une fracture qui est transverse, qui est vraiment dans le milieu. Puis comminutive, s'il y a plusieurs morceaux. OK. Donc, pathophysiologie de la fracture à l'humérus diaphysaire, c'est selon le trauma. Donc, encore une fois, ça peut être direct. Donc, quand c'est direct, d'habitude, on fait une fracture transverse. Quand c'est indirect, on voit plus comme une fracture en spirale, comme une chute sur la main, qui fait du sens. Une fracture spirale, c'est un peu comme ça, là. Ça craque comme partout. Puis je pense que d'habitude, quand c'est spirale, ça se déplace un peu moins à cause que c'est spirale. Puis souvent dans le tiers moyen. Donc, le tiers moyen, ça serait comme... le tiers moyen, là. Parce que c'est là où est-ce que le deltoïde s'insère. Ça, c'est une image. Le deltoïde a l'origine ici. Origine ne bouge pas. Insertion, c'est là ce qu'elle bouge. Puis c'est ici environ. Pas vraiment sûr pourquoi c'est là. Surtout que ça finisse par casser. Facteur de risque, surtout chez les adultes. Traitement. C'est une guérison rapide parce que l'humérus est entouré de muscles. Donc, ça veut dire qu'il est très bien vascularisé. Puis aussi parce que le périoste est épais. On revient sur le périoste. Quand on a une fracture en transverse, d'habitude, on fait la réduction, puis, parce que d'habitude, ça casse, ça se peut que ça tasse un peu. Puis, on fait de l'anesthésie, puis un plâtre, spiral, c'est plâtre. Des indications vers une chirurgie, tu as une fracture ouverte ou impossibilité de replacer les fragments, c'est quelque chose qui est plusieurs morceaux. Pour les traumas, s'il y a eu plusieurs blessures. Fracture pathologique, si c'est à cause que la personne avait comme, mettons, l'ostéomyélite, qu'on revient après, là.
ou ça a été une atteinte neurovasculaire, ben là, il faut aller voir ce qui se passe. Ça se peut qu'il y ait besoin de chirurgie. Encore, neurovasculaire, c'est important, on check le pouls. L'imagerie, radiographie, signes cliniques qu'on aurait mis. Complications, tu vas avoir une atteinte du nerf radial. Encore parce que le nerf radial, c'est là où... Je pense qu'on l'avait dit ici, là. Non, le nerf radial, c'est dans le milieu. Ça c'était avant. OK, parce que... oui. C'est ça, fait qu'on peut atteindre le nerf radial. Puis le nerf radial, si on se rappelle du HCPC, comment est-ce qu'on teste le nerf radial? On dit à la personne de faire une dorsiflexion, puis on dit de forcer chronomètre. Ça, c'est pour tester le nerf radial. Donc, on voit que s'il n'y a pas cette capacité d'extension, la main va tomber. Donc, c'est pour ça qu'on voit une main tombante parfois, s'il y a une atteinte du nerf radial, parce que les extenseurs. Pour le risque de lésion, il risque d'avoir une lésion de l'artère brachiale, parce qu'en gros, c'est comme à la même place. Il risque d'avoir un malunion ou arthrite post-trauma. Petit rappel, là. Périos, c'est un tissu conjonctif périphérique au tissu osseux. Donc, c'est vraiment à l'extérieur. Puis l'endoste, c'est juste à l'intérieur. Si on regarde l'intérieur, ça tapisse ça. Structure semblable, juste à l'intérieur. OK. L'humérus distal, suscondylien. Ça veut dire juste au-dessus du coude. Donc, premièrement, on a une déformation évidente du coude, puis de l'enflure. Le fragment distal est en postérieur. Pense à comme la dislocation. C'est plus comme ça. Plus commun que ça, le segment. C'est plus commun que ça soit postérieur. Hémorragie possible, dommage neurovasculaire parce que tu as un nerf radial immédiat. La lésion de l'artère brachiale peut mener à un syndrome de compartiment, donc c'est vraiment important de checker le pouls radial. On parle du syndrome de compartiment plus tard. La pathophysio. Chute sévère sur paume de la main avec coude en extension ou force directe causant souvent un déplacement ou déviation postérieure. Facteur de risque, c'est plus fréquent chez les enfants. Donc, c'est ça, la personne peut soit tomber sur leur main indirecte ou tomber sur leur coude directement. Les deux peuvent causer des fractures. Donc, c'est ça, j'essaie juste de penser. Ouais, OK. Pour le traitement, si le pouls radial est absent, il faut absolument faire de la réduction. Ben, il faut toujours faire de la réduction, mais si un pouls radial absent, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose qu'on peut réduire. Si le pouls revient, c'est bon. C'était juste... ça veut dire que l'artère aura juste été comprimée. Si ça ne revient pas, il faut aller en chirurgie parce que là, l'artère brachiale était probablement déchirée. Donc... artère radiale, je pense que c'est l'artère brachiale. Ouais, l'artère brachiale qui aurait été comprimée. Si la fracture est non déplacée, on immobilise pour 3 semaines. Si elle est déplacée, on réduit et ensuite on immobilise pour 3 semaines. L'imagerie, radiographie, on regarde la vue antéro-postérieure et latérale. Et c'est ça. L'écran, la fracture de l'écran, ça c'est un morceau de l'ulna. Donc on appelle ça le elbow fracture. C'est vraiment ça, là, la fracture du coude. Douleur intense, œdème, échymose, incapacité d'extendre le bras. Ça fait mal, OK. Pathophysio causée par coup direct ou avulsion. Donc, on a vu l'avulsion, là, je vous ai parlé de ça tantôt. C'est l'os qui est vraiment décollé, puis le muscle l'entraîne avec. Donc, avulsion indirecte. Ça a l'air que ça fait... Ça, c'est plus indirect. Avulsion, comme j'avais dit, ça peut être une fracture transverse ou légèrement oblique. Direct, en général, va faire un certain degré de fragmentation, donc plusieurs morceaux. OK. Traitement. Si c'est non déplacé, on va faire un attelle ou plâtre avec coude à 90 degrés. J'ai vu que c'était 45, mais je pense que c'est 90. J'ai vu que c'était 90 plus en ligne. Pour vraiment être relax. Puis déplacer, c'est un peu comme la dislocation du coude. Je pense que le traitement est assez le même. Mais on fait comme un plot. Puis si c'est déplacé, on peut installer des bandes chirurgicales. Mais c'est sûr que ça se peut se faire de cette façon. Peut-être si c'est quelque chose qui est plusieurs fractures. Ça dépend de la personne aussi. Puis du cas. Puis l'imagerie radio simple.
on recherche la fracture de la tête radiale au coronoïde aussi, parce que ça peut être des comorbidités, parce que c'est quand même assez proche. Fait que l'écran s'attache ici, mais tu peux avoir une fracture du coronoïde, tu peux aussi avoir une fracture de la tête radiale qui va être juste là. Donc, c'est des choses à regarder. OK. Si c'est une fracture déplacée, on peut la palper. Faut juste bien vérifier la peau à la recherche des plaies ouvertes. C'est sûr quelque chose d'important à faire. OK. Fracture interradiale. L'interradiale, c'est le radius, donc pas là, mais c'est là juste à côté. Signes et symptômes, tu as la douleur dans le coude latéral, parce que si on regarde notre bras latéralement, c'est là où est le radius. Surtout à faire la pronation puis supination va vraiment faire mal, donc ça serait dans la partie plus HCPC. La sensibilité augmente, tu as de l'œdème à la palpation, volume augmente aussi parce que tu as du sang dans l'articulation. La pathophysio chute sur la main en hyperextension. Donc, la main en hyperextension, rotation externe, avant-bras en pronation. OK, ouf, il y a beaucoup de mots là. Donc, la main est en hyperextension, tu fais la rotation externe, l'avant-bras est en pronation. Je sais pas comment est-ce qu'on peut faire une... OK, c'est vraiment comme un mécanisme intéressant, là, mais il faut vraiment que ça mette de la pression sur la tête radiale plutôt. C'est pour ça qu'on fait la pronation, parce que là, il y aurait plus de pression sur la tête radiale. Puis le coude est légèrement fléchi. Donc, ça cause la tête radiale à rentrer dans le capitulum. Le capitulum, c'est ceci. C'est vraiment le morceau où est-ce que la tête radiale va s'attacher. Oui. C'est ça. C'est aussi associé à des blessures comme le capitulum, le coronoïde, l'écran, comme on a mentionné tout. Juste regarder à toutes les autres affaires. Les facteurs de risque, c'est la fracture du coude la plus commune chez les enfants. Puis les femmes sont 2 fois plus à risque. Pas sûr pourquoi. Les traitements, c'est selon un type. Donc, c'est le non déplacé, puis fragment libre. Non déplacé, c'est sûr que c'est pas déplacé, là. Donc, on immobilise pour 5 à 10 jours. Ensuite, on fait des exercices d'amplitude de mouvement progressif parce qu'on veut rééduquer. Pour déplacer, on fait une rédaction ouverte et fixation interne avec des vis. Puis, les fragments libres, si c'est associé à une dislocation du coude, puis atteinte de ligaments sévères, on peut faire une prothèse. Donc, on enlève les morceaux d'os qui étaient là, puis on met une prothèse à la place. Puis l'imagerie, c'est la radiographie. Encore, le plus de vues qu'on peut avoir, le meilleur que c'est. Puis on peut aussi identifier d'autres blessures. Excellent. Donc, c'est ça que ressemble la prothèse, si vous voulez. C'est juste comme on enlève les morceaux qui ont tellement été brisés, là, puis on remet ça. Signe clinique, on voit que la supination et pronation est très, très, très douloureuse ou impossible. La palpation de la tête radiale est très douloureuse aussi. Puis, on voit que les mouvements passifs du coude sont limités parce que, tu sais, ici, là, c'est cassé. C'est pas une affaire de ligament que la personne peut juste pas tirer. C'est que ça fait vraiment mal parce que ça bloque. Il y a juste pas possible de le faire. Puis c'est ce qu'on dit passif parce que c'est le médecin qui ferait ce genre de mouvement. Complications, instabilité du coude, perte du mouvement. OK, des fractures au radius et ulna diaphysaire. On a le déplacement, angulation et raccourcissement. Donc, d'habitude, quand les os là, du radius et ulna, c'est l'avant-bras qui casse, puis ça se tasse, tu vois que le bras est comme plus court parce que les os ils sont pas attachés. Ça peut être angulé, le bras peut être comme croche, puis c'est déplacé. Puis t'as de l'œdème, sensibilité, déformation, ça c'est plus les symptômes. Œdème, sensibilité c'est plutôt un symptôme. Œdème puis déformation, ça serait aussi des signes. Checker neurovasculaire, très important.
Pour la pathophysiologie, on a, ça peut être un accident de voiture ou une chute de très haut, mais ça, c'est plus rare en général. Je veux dire, une fracture du radius et l'ulna diaphysaire, c'est très rare, mais si ça arrive, c'est plus un risque de complications. Comme un syndrome de compartiment ou une malunion. Puis, en gros, la pathophysio, c'est que ça prend énormément d'énergie pour casser ces deux os-là, comme beaucoup d'énergie, là. Puis, facteur de risque, c'est d'être dans un endroit où il y a beaucoup d'énergie, comme tomber de vraiment haut. Le traitement, si c'est déplacé, on fait une réduction ouverte et fixation interne. C'est juste comme, ouais, faut vraiment faire sûr que c'est bon. Là, on met des vis. Puis surtout si les deux sont cassés, là, comme, si on veut pas que ça guérisse mal, donc on fait ça. Si c'est un coup direct, d'habitude, c'est la fracture juste un os, donc typiquement l'ulna. C'est pas vraiment opératoire. Je crois que juste la réduction fermée, puis on met un plâtre. Puis l'imagerie, radiographie. Oh, là, on arrive à ma partie préférée. Donc, la fracture du radius distal, le Colles fracture. Plus, parce que c'est beaucoup plus commun que l'autre. Qu'on va voir après, qui est la Smith's fracture. Donc, les signes et symptômes. Gonflement, déformation avant-bras distal. Donc, avant-bras distal, en général, toutes, là, mais on va voir que c'est le côté radius, là. Donc, plus latéral si tu mets ta main en position anatomique. Puis, il peut y avoir une dysfonction du nerf médian. Parce qu'on voit quand même que le nerf médian, là, c'est là où est le radius. OK? Le nerf médian, c'est le radius. Le nerf ulnaire, c'est ulnaire. Puis le nerf radial passe par le radius, mais plus dorsalement. On voit que comme... Ouais, c'est ça. C'est plus... Ça dépend où est-ce que le morceau d'os va. On va voir. Mais ça peut comprimer les deux. Puis on voit que la déformation, c'est dinner fork. Donc une déformation en dos de fourchette. Puis je vais expliquer le mécanisme pourquoi. Il y a une possible rigidité du doigt et les épaules. Je sais pas si c'est à cause du nerf ou causé juste parce que c'est là. Fait que la difficulté à bouger. Puis ça se peut qu'il y ait une incapacité à étendre le pouce parce que tu as la rupture du tendon du long extenseur du pouce. Surtout à cause que on va voir que le morceau du radius va monter vers dorsalement. C'est là où le tendon est. OK. Donc, la pathophysio. Le patient tombe sur la paume avec le poignet en extension, puis il y a un déplacement dorsal de radius distal. OK. Donc, ça, c'est la main. Ça, c'est le radius. Ça, c'est la tête radiale. Le radius distal. Quand la personne tombe sur la main en extension, sur la paume, l'impact, elle vient vers le poignet, où est-ce qu'on prend le pouls radial, là. OK? Fait que quand ça vient là, l'impact, ça frappe le radius. Le radius va aller vers l'arrière, comme ça va juste suivre la trajectoire. Fait que si l'impact vient par ici, ça va casser ici, puis le radius va monter. C'est pour ça que je l'ai comme fait en cette main. Puis le fait que ce radius-là tombe là, c'est ça qui fait en sorte qu'on a cette déformation de fourchette. Donc, c'est ça. Le traitement, si c'est non déplacé, on immobilise pendant 4 semaines. Si c'est déplacé, on fait une rédaction fermée. Puis je me rappelle de cela parce que mon frère a dû la faire, parce qu'il s'est fait mal. Puis on met un plot sous le coude pour stabiliser la fracture de 4 à 6 semaines. Puis on élève le bras pour l'œdème. Ça aussi, je me rappelle de ça. L'imagerie, on fait la radiographie antéro-postérieure, latérale, oblique. D'habitude, une fracture stable, ça serait comme une courbe transverse. Fracture instable, communitive. Je sais pas vraiment qu'est-ce qui est l'importance de ceci, mais c'est juste comme... C'est transverse, ça va peut-être guérir plus bien, mais communitive, ça va être plein de morceaux. Les signes cliniques, important de voir le neurovasculaire, cause du nerf radiant. Vérifier la présence d'enflure ou déformation de l'avant-bras. Comme ça va probablement être un signe. Complications, malunion, rupture du tendon du long extenseur. Mais ça, on a vu que si ça arrive, la personne ne pourrait pas bouger le pouce ou étendre le pouce. Mais ça, c'est l'autre. Donc, la deuxième fracture, c'est le radius distal. On appelle ça le Smith. Donc, ça, c'est plus en palmaire que ça va aller. Puis, c'est moins commun que Colles fracture.
Donc, les signes et symptômes, gonflement, déformation de l'avant-bras distal, encore, peut avoir dysfonction. C'est un peu similaire à Colles. Mais pour la pathophysio, le patient tombe sur le dos de sa main avec poignet en flexion, puis son avant-bras en supination. Donc, il tombe sur le dos de la main. Plus rare, d'habitude, quand quelqu'un tombe, là, ils vont sortir la main pour s'arrêter, puis c'est là où est-ce que ça va faire cette virée-là. Donc, dos de la main, moins commun, mais ça arrive pareil. Puis, essentiellement, c'est juste l'inverse. Si la personne tombe sur le dos de la main, la fracture, l'impact vient faire de l'intérieur. Ça va casser ici, ça va tourner de même. Donc, c'est comme ça qu'on voit la fracture, puis ça va être déformé vers l'autre sens. Ça, c'est moins stable parce que, je sais pas, il y a comme des structures qui sont plus palmaires, qui peuvent causer plus d'instabilité. Anyway, quand le radius se rend là, ça fait des problèmes. Donc, j'avais dit que c'était déplacement palmaire du radius. Facteur de risque souvent chez les jeunes hommes. Donc, c'est ça pour le traitement. D'habitude, c'est un peu plus intense qu'on va dire que le Colles fracture. Donc, d'habitude, on va faire une injection ouverte, puis une immobilisation jusqu'au coude, par-dessus le coude pour 6 semaines. C'est ça. Remarque que Smith's fracture est moins stable que Colles en raison des structures palmaires dérangées. D'habitude, on a plus de chirurgie. Pour l'imagerie, radiographie antéro-postérieure, latérale, oblique, c'est assez commun. On fait toujours des radiographies de plusieurs angles. C'est beaucoup mieux. Puis, again, fracture stable transverse, instable cognitive. Puis, les signes cliniques, même chose que l'autre, là. Juste regardez pour la déformation, là.